Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, et je veux te dire que je suis très content de t'accueillir pour ce premier épisode pour nous des Mindkeep People, qui est une nouvelle série qu'on fait pour notre chaîne YouTube. Ça va faire 10 ans qu'on se connaît, qu'on échange sur nos convictions sur le marketing, sur le sens qu'on a envie de donner à notre travail. Puis avec la sortie là, du livre dont tu es co-auteur, Marketing Zéro, je trouvais que c'était un peu un point d'étape important pour nos différents échanges. Et puis pour le fait aussi là que dans cette vidéo, tu vas pouvoir nous partager aussi ton point de vue sur l'évolution nécessaire selon toi du marketing et un peu des méthodes. Donc je vais te donner un peu la question, je parle un petit peu au début, mais après ce sera surtout toi. Je vais te poser un certain nombre de questions. Mais avant ça, est-ce que tu veux peut-être pour notre audience te présenter rapidement et puis nous dire en quelques mots de quoi est-ce que nous allons parler pendant cette vidéo? Ah bon, on va parler de marketing. À la limite, de me présenter, je veux bien, mais c'est un sujet absolument secondaire. Je m'occupe de marketing chez Akio, qui est un éditeur de logiciels français qui existe depuis une vingtaine d'années et qui travaille dans le monde de la relation client. Donc, on équipe des centres de contact et des services clients. Et je fais le lien avec cette entreprise parce que je ne m'aurais probablement pas travaillé ou fait complètement aboutir le sujet dont on va parler maintenant, à savoir un marketing plus responsable, si je n'avais pas constaté un lien très fort avec le monde de la relation client, et notamment dans cette entreprise qui est Akio. Et sur le fond là, de ce qu'on va parler, on va donc parler de marketing. Et dans les conditions qu'on échangeait, en fait, ça me faisait souvent, moi penser un petit peu un peu un vécu. Ça faisait souvent écho à un vécu parce que ça fait depuis 15 ans que je travaille dans le marketing et puis auprès d'éditeurs de logiciels et puis de SN. Et en fait, on a vécu un peu cette évolution du marketing, d'un marketing qui était très orienté com à un marketing qui est au cœur de l'entreprise, qui fait partie du comité de direction, qui participe un peu aux décisions stratégiques. Et ça, on l'a fait parce qu'on a réussi à faire notre preuve, nous les marketeurs, au fur et à mesure des années, de l'impact qu'on avait en termes de business, d'être capable de prouver aussi avec des KPI, des indicateurs, ce qu'on était concrètement capable d'apporter. Et là, on arrive, dans nos discussions, en tout cas, de ce que moi je vivais, de ce que toi aussi tu transmettais dans ton livre et là dans l'échange qu'on avait, de dire, bon, on arrive peut-être à une perte de sens à certains niveaux du marketing, où des fois on avait tendance des fois à se cacher derrière des indicateurs qui n'avaient plus forcément la même valeur et le même impact sur l'entreprise que ce qu'on voulait leur accorder. Et donc par rapport à ça, toi, qu'est-ce qui fait qu'on arrive là maintenant à un peu une époque charnière pour le marketing où il y a une nécessité de se transformer en termes de méthode? Oui, alors des époques charnières pour le marketing, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu au début du XXe siècle. À l'époque, il n'y avait pas de règles, pas de loi particulière pour encadrer le marketing, enfin même fin 19e. Et en gros, les marketeurs, les publicitaires surtout, pouvaient raconter n'importe quoi. Et donc, c'était devenu vraiment une activité mensongère dans la plupart des cas. On n'hésitait pas à vanter des produits comme faisant des miracles. C'est la cour des miracles. Alors que, évidemment, ça n'était pas le cas. Et du coup, il y a eu un certain nombre de lois qui sont passées un petit peu partout commencé par les États-Unis, mais ensuite un petit peu partout dans le monde. Et ce, jusqu'à les années, on va dire, 60-70. Et puis, peu à peu, les marketeurs ont commencé à reprendre un peu de liberté par rapport à ces lois, d'une part, parfois en les contournant, parfois en les interprétant, et donc on se retrouve avec de plus en plus un marketing qui a des pratiques depuis longtemps, donc ça ne date pas d'hier, des pratiques qui sont, disons, très discutables. Hein. Alors, on en a surtout listé quatre. La première, c'est d'abord, tout le monde en est victime, c'est le harcèlement publicitaire. Il y a cette expérience vécue par un publicitaire lui-même qui entendait sans arrêt dans différents médias et articles qu'il y avait 10 000 inputs publicitaires par jour et qu'on subissait ça. Il a dit c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Alors il a fait un test, hein, il se lève le matin et il commence à lister toutes les marques et tous les produits qu'il voit, tous les messages qu'il entend à la radio, etc. Il explique j'ai arrêté au petit déjeuner parce que j'avais déjà près de 500 inputs au petit déjeuner. Donc il y a le harcèlement, il y a la manipulation, le fait on donne plein d'exemples dans le bouquin, il y a beaucoup de manipulations, on va parfois même jusqu'au mensonge pur et dur. Il y a l'espionnite, de plus en plus on espionne les gens, et puis le dernier qui n'est pas forcément le moins pire, c'est le sensationnalisme, c'est le fait de chercher absolument à faire du buzz avec tout et n'importe quoi, juste pour déclencher du clic et de l'engagement. Et pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'on est à une période un peu charnière à nouveau? Parce qu'avec le digital, il y a en fait, c'est un effet de ciseau. D'un côté, il y a le digital qui fait que ces pratiques qui existaient auparavant se sont démultipliées. Et d'autre part, il y a un changement de modèle social
dans tous les pays industrialisés. Je ne m'intéresse qu'aux pays industrialisés, je ne connais pas les autres. Et dans ces pays-là, le modèle social a changé. C'était auparavant un modèle vraiment basé sur la consommation depuis le 19e siècle. Et ça a été prophétisé par Durkheim, et même avant lui par Weber. On est passé maintenant à un modèle davantage de recherche de sens, qui n'est pas du tout la même chose. Et la recherche de sens, ça passe par bien autre chose que d'acheter des produits. Et donc les gens ont besoin d'autre chose que d'entendre des messages publicitaires qui les harcèlent, qui fait du sensationnalisme, etc. Ils ont besoin de vivre une aventure, ils ont besoin de vivre une expérience. C'est vrai donc pour tous les produits. Et on le voit, c'est pour ça que c'est charnière, parce qu'il y a cet effet de ciseau et que on ne le voit pas que dans le monde du marketing, cet effet de ciseau qui est en train d'opérer. On le voit dans le monde de la politique. On voit que les discours populistes prennent de plus en plus d'ampleur. On le voit dans le monde de l'information et des journaux et des médias, etc. On le voit dans plein d'autres mondes. Et le marketing commence lui aussi à être touché. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de procès, de plus en plus d'actions contre les mauvais marketeurs et contre les entreprises qui font du mauvais marketing. Et on commence à entendre les gens parler de faire du zéro marketing, c'est-à-dire d'arrêter complètement le marketing. Et même de dire que ça marche très bien, malgré tout. Donc nous, on ne veut pas que ça s'arrête le marketing, au contraire, Patrice et moi, qui avons coécrit le bouquin, on pense qu'il faut continuer, parce que ça apporte beaucoup de liens à la société, parce que c'est un rôle pour la société, mais qu'il faut le faire d'une manière qui soit plus raisonnable, plus raisonnée, plus responsable, et du coup, on a inversé le terme. Au lieu de zéro marketing, on va faire un marketing zéro, zéro spam, zéro pollution, zéro mensonge, mais c'est aussi un marketing de l'an zéro. Et c'est très clair. Et pourtant, on arrive, parce que là, il y a les aspects qui sont liés à la réglementation, tu parles des procès, etc. Mais au-delà de ça, ta conviction, c'est que, au-delà de l'aspect légal, c'est que le marketing tel qu'on le fait jusqu'à présent, il y a un moment donné, ça ne marchera plus. On peut plus rester dans cette approche classique, enfin, de masse du marketing, et que ça ne va plus marcher. En fait, il y a aussi un impératif d'efficacité derrière, de changer les méthodes. Absolument, c'est bien vu. Il faut que ce soit un marketing responsable, mais pas un marketing pas performant. Au contraire, il faut que les deux coexistent. Très souvent, par exemple, lorsqu'on entend un discours écologiste, il n'y a pas de mesure. Il faut arrêter complètement les industries, il faut arrêter le nucléaire, il faut arrêter, etc., tout ce qui pollue. Non, on ne dit pas qu'il faut tout arrêter, justement, pas zéro marketing. Il faut continuer de le faire, mais de le faire d'une manière qui soit intelligente, de façon à ce que ça reste plus performant, voire même que ça augmente en performance, parce qu'on va donner au public ce dont il a besoin, mais en même temps, on va apporter des choses qui soient positives et non pas négatives. La notion de performance est au cœur de ce qu'on propose. Et ça se traduit aussi par le fait, finalement, si on devait résumer, on pourrait dire que aujourd'hui, l'essentiel des marketeurs ont en tête un objectif principal, c'est de contribuer au chiffre d'affaires de l'entreprise et à son développement en termes de notoriété. Générer des leads quand on est en B2B, générer de l'engagement quand on est en B2C et générer de la notoriété dans les deux cas. Je pense qu'au-delà de cet objectif, ce qui n'est pour moi finalement qu'un moyen, générer du chiffre d'affaires, générer de la rentabilité pour l'entreprise, c'est un moyen pour aller plus loin. Une entreprise, elle a une mission, une raison d'être. Donc on dépasse le niveau du marketing en tant que tel, mais le marketing doit accompagner cette évolution, voire la transcender et la favoriser au sein de l'entreprise. Et donc le marketing doit aller vers un autre objectif qui est plus lointain, qui est d'apporter du sens, de contribuer à apporter du sens à la vie des gens. Et pourtant, en termes de levier, en quelque sorte, ou de ce qu'il va falloir changer, dans l'échange qu'on avait pu avoir, il y avait cette idée aussi de se dire qu'il y a un peu un déplacement d'un curseur entre un marketing qui est, il est vrai, dans le digital, des fois très opérationnel, qui doit peut-être se dériver vers un marketing plus amont, plus un marketing produit, et de la même façon que sur une approche qui était assez technique, des fois du marketing très outillé, de peut-être avoir quelque chose qui est déplacé le curseur plus vers l'aspect stratégique, vers l'aspect de sens. Et de la même façon, derrière ça, c'est aussi l'idée du temps qui change, la gestion du temps, parce que quand on parle de sens, des fois le marketing, on a des attentes qui sont très court-termistes en termes de ROI, et que derrière ça, c'est aussi cette idée peut-être oui, il y a des aspects court terme, mais il faut aussi prendre du recul sur l'impact que ça peut avoir pour l'entreprise sur un temps qui est plus long. Alors, j'ai dit que j'étais directeur marketing chez Akio, c'est vrai, et je suis également directeur commercial adjoint chez Akio. Et c'était le cas dans toutes mes expériences précédentes. J'étais à la fois en charge du marketing et des ventes. Cet alignement entre les deux me fait bien prendre conscience du fait qu'il y a deux temps qui sont différents. Un temps court, tu parlais de marketing opérationnel avec des impératifs de lead gen court terme. En commerce, c'est encore plus du court terme. Et puis un marketing plus d'études et de réflexion et de stratégie, voire un marketing produit qui se projette un petit peu plus loin.
Et on peut même aller encore un chouïa plus loin avec le monde de la relation client, où on est encore plus dans du court terme, puisque la relation client, le service client, c'est tu as un client en face de toi et tu dois immédiatement répondre à ses questions, au point même qu'il y a un indicateur qui s'appelle once and done, c'est vite fait, bien fait. Le client appelle, quel que soit le canal qu'il utilise, il faut pouvoir lui donner une réponse avant qu'il ait raccroché et qu'il soit satisfait de cette réponse. Donc il y a bien ce temps court et ce temps long. D'autre part, je crois que effectivement, avec le digital, qui est une façon de restreindre le temps, de le raccourcir, avec le digital, le marketing, qui était plutôt avant sur du long terme, c'est basculer vers le court terme. Et donc, de plus en plus, on parle de lead gen. Quand tu fais des conférences marketing avec des marketeurs, les questions, c'est comment je fais plus de clics, c'est comment je fais plus de leads. Comment ? On parle que de ça. Ouais, il y a ça, c'est surtout ça. Alors, quels sont les outils qui me permettent, est-ce que vous avez testé tel outil qui permet d'automatiser pour qu'on ait plus de clics ? Et le temps long a un peu disparu des discours. Je pense qu'il est nécessaire de revenir en arrière. Et puis aussi parce que, je l'ai dit, on s'inscrit dans un nouveau modèle de pensée des gens, un nouveau modèle de vie comportementale, et que les marketing qui devraient être un métier qui consiste à écouter la façon dont les gens vivent et de voir comment s'y adapter, adapter l'offre et adapter l'entreprise à ça, a complètement perdu sa vue, en fait. Les gens ne vivent plus de la même façon, ils n'ont plus envie de la même chose. On est dans un monde où on peut, en un clic, c'est un claquement de doigts, c'est un clic sur un clavier, on peut commander n'importe quoi, n'importe où. Il y a 15 000 offres pour chacun des produits, que ce soit en B2B ou en B2C. Moi, chez Akio, on a une offre, évidemment, on essaye de faire croire, enfin de faire en sorte qu'elle soit un peu différente des autres offres, pas de faire croire. Parce qu'on s'appuie toujours sur du fact-checking, la vérité du produit. Mais la vérité de la différence, c'est 10% des fonctionnalités, peut-être 5% des fonctionnalités. L'essentiel de ce dont les clients ont besoin, tous les offreurs le font. Donc c'est juste des petites différences. Donc ce qu'on va finalement présenter et valoriser, c'est pas un produit qui est un peu différent, c'est plutôt une façon de voir le monde qui est différente. En l'occurrence, pour donner un exemple précis, chez Akio, c'est une proximité avec les clients, une relation de confiance qu'une grande boîte comme un grand concurrent comme Salesforce, par exemple, a plus de mal à vendre. Ils vendent autre chose, mais ils ne vendent pas ça. Eh bien, c'est le même principe. Il faut que le marketing dans tous les domaines réfléchisse un peu plus à sa propre raison d'être, finalement, dans chacune des entreprises, et se dise quel est le message que je dois faire passer, quelle est l'expérience que je dois faire vivre. Et ça, c'est un temps long, ça nécessite d'y réfléchir, d'y passer du temps et de l'énergie. Ce qui veut dire qu'au lieu de participer à des événements, au lieu d'envoyer des campagnes email, au lieu de faire du SEO et du SIA, il va peut-être falloir davantage passer du temps, mettre des budgets, réfléchir, prendre le temps de se donner du temps. Et donc, en synthèse par rapport à ça, si tu devais lister un petit peu les leviers sur lesquels les leviers qu'il faudrait activer ou les choses qu'il faudrait renforcer en quelque sorte pour faire cette transition, si on devait en lister quelques-uns, qu'est-ce que ça serait pour toi les principaux axes sur lesquels on doit appuyer en tant que marketeur pour aller dans cette direction-là? D'un point de vue très concret, la première chose à faire, c'est que tout le monde pense faire et que quasiment personne ne fait bien en tout cas, c'est de créer une vision de l'entreprise, ou plus exactement d'exprimer la vision de l'entreprise. Et je dis personne ne le fait bien parce que quand je pose la question autour de moi, même à des marketeurs et des communicants convaincus et qui sont expérimentés, quand je leur demande c'est quoi une vision d'entreprise, ou mieux quand je suis face à quelqu'un qui travaille dans une entreprise, quelle est la vision de ton entreprise, à chaque fois je n'ai qu'un bout de vision. En général, c'est mon produit sert à faire ça, il apporte tel truc. On oublie la plupart du temps le pourquoi de la chose et on oublie aussi l'atout qui fait que la promesse qu'on fait, la promesse de valeur, va être respectée. Une vision, c'est pas une promesse de valeur, c'est autre chose. Et donc travailler ça, c'est un long travail. C'est un long travail déjà pour faire germer ça dans la tête du dirigeant ou des dirigeants, mais également pour que ce soit partagé et que tout le monde y adhère dans l'entreprise, parce que tu ne peux pas avoir une vision d'entreprise qui ne soit pas partagée en interne. En outre, cette vision, c'est un fil conducteur qui est le même pour tout le monde, mais qui doit ensuite s'adapter en fonction des situations. Tu ne vas pas tenir le même discours selon que tu es face à un directeur financier, que tu es au Japon ou que tu es en Italie, etc. Donc il y a une façon de le dire qui est différente, et ça se travaille. C'est un vrai logiciel, en fait, qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est la colonne vertébrale de la com. Quand tu n'as pas ça, le reste, tu peux y aller, tu fais n'importe quoi. Et tu fais de l'opérationnel. En fait, tu vas te baser sur quelque chose qui va être beaucoup plus orienté sur du technique et de l'opérationnel que si tu avais cette capacité justement à proposer une vision qui va orienter en fait les actions. Et sans ça, en fait, tu vas rester sur une déclinaison un peu opérationnelle, mais qui n'est pas portée par vraiment une vision de fond, en quelque sorte, de l'entreprise. Oui, parce que dès lors que ton objectif, c'est de faire du clic, tu es prêt à faire n'importe quoi pour avoir du clic.
Si ton objectif, c'est d'apporter du sens, évidemment, la première des choses que tu fais, c'est que tu vas zoomer, c'est pour ça qu'on parle de zoom, donc tu vas zoomer vers un point précis du futur en disant, voilà, il y a un problème, nos clients ont un problème, le marché a un problème, on va le résoudre, on va aller à tel endroit et ça va se passer mieux et les gens auront un bénéfice. Et grâce à quoi on va le résoudre? Grâce à un atout dont on dispose, que les autres n'ont pas, et qui garantit que ce chemin-là, on va le faire ensemble, vous et moi, monsieur le client. Ça, pour arriver à le faire, pour arriver à prouver qu'on va le faire, parce qu'il faut, encore une fois, du fact-checking, il faut arriver à le prouver, il faut tout illustrer, tout expliquer dans le détail, donner des verbatim, donner des stats, etc. C'est tout un travail de fond. Et tant que tu n'as pas fait ça en tant que marketeur, je suis convaincu, à titre personnel, j'aurais dû le dire dès le départ, ça n'est que mon point de vue. Évidemment, chacun est libre d'avoir le sien. Je regrette qu'aujourd'hui, le marketing, la plupart du temps, ne commence pas par ça, mais je ne peux pas dire que ce soit obligatoirement une preuve que ça ne fonctionne pas. Je pense que ça ne fonctionne pas en termes de performance aussi bien que ça le devrait si on n'utilise pas ce levier. Donc ça, c'est le premier levier. Et il y a quoi, c'est quoi pour toi il y a d'autres leviers importants complémentaires à cette partie justement de vision? Oui, alors ça, c'est un levier très stratégique. Après, il y a un levier tactique davantage, qui est le fait de passer de l'idée de je vends un produit ou je vends un service à l'idée de je vends une expérience, dont je parlais tout à l'heure. C'est ce que veulent nos interlocuteurs en face de nous. Une expérience, alors par exemple, je vais te donner un ou deux exemples précis. Hein. Tu achètes un yaourt. Tu te dis, tu es marketeur, tu dis, bon, je vends du yaourt, hein, je vais pas vendre une expérience de manger un yaourt. Bah si, aujourd'hui, les gens, ils n'achètent pas juste un yaourt pour manger du yaourt, pour se nourrir, ou pour avoir juste un goût différent d'un yaourt à l'autre. Ils achètent un yaourt parce que le yaourt va leur permettre, va contribuer même à sa toute petite mesure, à construire l'image qu'ils ont d'eux-mêmes dans un écosystème, dans un environnement ou dans un groupe homogène auquel ils veulent faire partie. Par exemple, le succès de Michel Augustin, c'est ça. C'est bien connu, hein. Michel Augustin, c'est d'abord, je suis un peu rebelle par rapport aux fabricants de yaourts, aux grandes marques. Moi, je suis une petite marque. Je fais du marketing, je fais des visuels vachement marrants, etc. Et puis, mes yaourts, ils sont de super bonne qualité parce que je les pratique, je les produis d'une façon différente de celle qui, etc. Mais tu as ceux qui préfèrent manger des yaourts au soja, par exemple, parce qu'ils veulent faire partie d'un autre univers, ils ont une autre histoire à se raconter. Et donc, ceux-là aussi, ils ont besoin d'avoir un marketing différent. Donc, voilà, l'expérience, c'est valable pour le yaourt, c'est valable pour les Airbus, c'est valable pour le B2B, pour le B2C, c'est valable dans tous les cas de figure. C'était théorisé et expérimenté depuis des années, notamment dès le début des années 2000, hein, c'est The Experience Economy, et puis par d'autres par la suite. Et puis, il y a pratiquement toutes les entreprises que tu regardes qui ont eu un succès phénoménal au niveau vente et marketing, c'est parce qu'elles proposaient une expérience remarquable. Nike, c'est pas je vends des t-shirts et des tennis, c'est je vends aux jeunes qui se sentent pas bien parce que personne ne leur fait confiance parce qu'ils sont dans un monde difficile, je leur vends la possibilité de se dépasser, d'aller plus loin. Mes chaussures sont là juste parce qu'il y a de l'air dedans, elles sont là juste pour les aider à aller plus loin, à devenir des héros, à faire des exploits. Just do it, parce que vous le pouvez, parce que vous le méritez, que vous le valez, comme dit l'autre. Et pareil pour L'Oréal, le succès, il vient aussi de là. Donc tous les grands succès viennent de ce levier tactique qui est l'expérience. Du coup, il y a un troisième levier qui est absolument indispensable, mais dont on a déjà parlé, je vais passer très vite dessus, c'est ce qu'on appelle le reframing. Le reframing consiste à se dire, si on doit passer du temps à travailler cette expérience et cette vision, on ne peut pas passer autant de temps à envoyer des emails et envoyer des emails et envoyer des emails. Et donc, on va basculer une partie des budgets, on parle bien d'argent là, oui, des ressources et des budgets. Des ressources et des budgets, absolument, et des compétences, d'un côté très opérationnel à un côté plus de réflexion, l'inside plutôt que l'outside. Et puis le dernier aspect qui est lié aussi un petit peu à ce qu'on vient de se dire, c'est un aspect organisationnel. Je disais que je suis directeur marketing et directeur commercial adjoint dans une entreprise qui fait la relation client, et mon expérience précédente, j'étais dans une agence de com. Ces 4 métiers-là sont complètement soudés, et si tu veux mettre ce que je viens d'expliquer en place, tu ne peux pas avoir un département, un autre département cloisonné, avec des gens qui ont du mal à s'entendre, qui sont l'un dans le temps long, l'autre dans le temps court. Donc il n'y a pas moyen, il faut casser ces barrières, d'où l'idée de faire plutôt ce qu'on appelle des processements, plutôt que des departments. Processment, c'est quoi? C'est un process. On va s'occuper d'un client qui ne nous connaît pas. On va s'occuper d'un client qui est mécontent. On va s'occuper d'un client qui est très content. Et c'est des façons différentes de travailler qui exigent des budgets, des actions et des personnes, des qualités, des compétences différentes.
On ne parle pas de la même façon, il n'y en a pas besoin des mêmes ressources, des mêmes muscles face à quelqu'un qui déjà t'adore et que tu veux transformer en un champion qui va s'engager pour toi, et quelqu'un qui ne te connaît pas du tout et à qui tu vas présenter pour la première fois l'offre. Et donc, on a un département acquisition, un département fidélisation, un département j'essaye de faire une remontada à partir de clients qui sont totalement contre nous, etc. etc. Mais ce qui fait que là, enfin là, on arrive donc sur un changement qui est beaucoup plus profond. Mais imaginons que là, moi, je suis un marketeur, par exemple, convaincu et que j'ai envie de faire évoluer un petit peu les choses dans ma structure. Le premier frein que je vais avoir en tant que marketeur, c'est le fait de dire que moi, si c'est la vision que je veux promouvoir, bah, il suffit que ma direction générale, bah, lui, il reste dans sa vision des KPI, des indicateurs qui étaient ceux d'avant, en quelque sorte, et qui m'attendent sur ces objectifs-là. Que de la même façon, la direction commerciale soit aussi beaucoup plus dans bah, sa vision à elle, en quelque sorte, de ce qu'elle attend du marketing, ça va être très difficile à faire évoluer. Donc, derrière ce que tu dis, sur la mise en application pratique, ça dépasse juste une vision du marketing au sein de l'entreprise. C'est presque une évolution de la culture, en quelque sorte, ou de la manière de percevoir le marketing et son rôle, au-delà de juste du service, mais globalement de l'ensemble de l'entreprise. Oui, c'est pour ça que je lance un pavé dans la mare. D'ailleurs, un petit pavé, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont réagir, j'en sais rien. Mais je lance mon petit pavé à moi dans la mare. C'est mon constat, c'est finalement la résultante d'un certain nombre d'expériences que j'ai vécues et qui me donnent envie de partager ce que je ressens. Après, chacun en fera ce qu'il veut et ce qu'il peut. Il y a d'abord des questions de conviction personnelle. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de produire du sens pour les autres. Je pense qu'il y a des gens qui sont convaincus, et pour en avoir discuté avec certains, c'est une réalité que bah, finalement, dans la vie, le plus important, c'est de bien gagner sa vie, c'est de partir en vacances dans les meilleures conditions possibles, le plus loin possible, si possible. C'est de bien s'amuser, c'est rigoler, c'est d'inviter les copains, de faire un grand barbecue, etc. Et du coup, je ne dis pas que j'aime pas ça, hein, mais c'est pas le même objectif, effectivement, presque en termes de philosophie de la vie, que celui que je poursuis, qui est d'essayer d'aider les autres, quelque part. D'autre part, on peut aussi imaginer que bah, tout simplement, on est dans une entreprise dans laquelle ça n'est pas du tout possible. Et ça arrive, hein, tu as des entreprises qui n'ont qu'un seul objectif en tête, c'est de faire du profit, du chiffre d'affaires, et dans ce cas, bah, bon, et puis parfois pour de bonnes raisons, tu as aussi des entreprises en difficulté, etc. Et là, en tant que marketeur, tu as un choix qui s'impose, qui est soit je change d'entreprise, parce que je veux quand même mettre ça en place et que j'y crois profondément à l'importance d'apporter du sens, ou bien je contribue à ma très modeste mesure à essayer d'un peu changer les choses, une sorte d'évangélisateur au sein d'une jungle profonde. Voilà. Et tu as les deux options qui sont possibles et qui sont respectables. Mais ce qui fait que si, après souvent tout n'est pas noir ou blanc en quelque sorte dans ces deux cas-là, on a souvent Oui, beaucoup d'entreprises qui sont entre les deux, qui ont besoin de faire du profit forcément, mais qui sont prêts à se dire que si ça participe aussi à leur profit, bah, le sens, ça leur va bien aussi. Et dans ce cas-là, c'est quoi par rapport à un peu ce changement de point de vue, les objectifs qu'on peut être capable de poursuivre, en quoi est-ce que ça va aussi servir l'entreprise en termes de stratégie, d'objectifs, et si on dit qu'il faut peut-être aussi changer un petit peu les indicateurs qu'on suit d'un point de vue marketing, c'est quoi les nouveaux indicateurs par rapport à ça qu'il faut suivre et qu'on peut aussi présenter à cette direction comme étant des indicateurs pertinents pour le sens, mais aussi pour le profit de l'entreprise? Alors, moi, je suis absolument convaincu, parce que j'ai vu des tas d'études qui le montrent, hein, et depuis des années d'ailleurs, hein, que la satisfaction des clients est le principal moteur de la prospérité d'une entreprise. Prospérité dans tous les sens. Chiffre d'affaires, rentabilité, valeur de l'entreprise, en bourse, etc. C'est montré notamment chaque année par l'ACSI, la CSI, un indice américain qui fait le lien entre la satisfaction des clients et la valeur des entreprises en bourse. C'est montré par plein d'études qui l'ont montré. Bon, je vais passer, on donne plein de chiffres dans le bouquin. Donc la satisfaction client, mais la satisfaction pas celle qui résulte du questionnaire que tu as envoyé à la fin d'un échange au niveau du service client, non. La satisfaction globale, toute dimension confondue, celle du premier client au sens le plus large du terme d'ailleurs, interlocuteur, public. Celle que tu as, par exemple, au moment de ta première visite sur le site. Est-ce que c'était suffisamment clair? Est-ce que c'était sympathique? Est-ce que ça s'ancrait justement dans l'esprit dans lequel tu voulais voir une visite de site? Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, ne veulent pas voir un truc sympathique, ils veulent juste voir un truc très clair, très carré, très précis, où les informations sont bien présentées. Là, il n'y a pas besoin de faire un truc marrant, comme on voit avec point d'exclamation partout. Donc, l'indicateur numéro 1 pour moi, c'est celui-là. Et j'ai envie de dire, tous les autres doivent contribuer à celui-là. Après, ça n'empêche pas, encore une fois, de faire du marketing plus classique.
c'est-à-dire de surveiller le trafic site. Là, juste avant toi, j'ai discuté avec quelqu'un de l'équipe marketing d'Accio, on était en train de se poser des questions par rapport à l'augmentation du trafic site, qui nous inquiète presque, parce qu'on craint justement qu'il y ait plein de gens qui viennent alors qu'ils ne s'attendaient pas forcément à voir ce qu'ils voulaient voir. Donc, s'il y a cette augmentation de trafic en quantité, est-ce qu'on ne risque pas de perdre en qualité? Bon, voilà, on se pose des questions comme ça. Ça n'empêche pas de se poser des questions sur la conversion, sur le nombre de leads générés, sur le taux d'engagement, évidemment. Tout ça y contribue. Mais ça doit, pour moi, être vu à travers du filtre des indicateurs de satisfaction client. Et d'autre part, je parle d'indicateurs, mais ça, c'est un chiffre très mathématique, un indicateur, c'est un chiffre. Il y a aussi des indicateurs qu'on voit moins, qui sont des indicateurs plus verbaux, des indicateurs plus d'état d'esprit de nos interlocuteurs, de nos publics, qu'on a tendance à complètement oublier. Mais je peux te dire une chose, pour en avoir parlé notamment avec Benoît Rogade, le directeur de l'expérience client chez Michelin, c'est que quand il présente en COMEX le verbatim d'un client qui est mécontent de ce qui s'est passé à tel moment, avec ses mots au client, c'est-à-dire parfois des mots crus, hein, parce qu'on est dans le monde quand même un peu de l'industrie, tu vois. Parfois ça y va. Et ben, ça agit tout de suite. C'est-à-dire que le COMEX agit immédiatement, on dit il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ci, et ça met en place des process aussitôt, qui s'est suivi d'actions, voilà, action à action. Alors que quand il était directeur commercial de cette même entreprise, qu'il remontait le même verbatim des clients, mais sous forme de stats, tout le monde disait ah oui, c'est pas bien, on n'a pas un bon taux de ceci. Puis derrière, il y avait des actions, mais ça prenait du temps. Ce n'est pas du tout le même rythme. Et on l'appelle monsieur, enfin, il avait une expression, il disait toi, tu es de la bombe, parce que enfin, chaque fois qu'il parle, ça déclenche quelque chose dans l'entreprise. Et ce qui fait que derrière cette idée-là, c'est peut-être c'est un peu le point de vue que j'ai des fois sur des indicateurs, tu parlais des trafics de sites, etc. C'est qu'en fait, c'est un indicateur qui a pas, il faut lui donner du sens en fait, et que le fait d'avoir ce côté voix du client, en fait, ça apporte énormément de sens en tant que tel, parce que c'est quelque chose de vrai, c'est un fait que le client a dit, et donc ça apporte une histoire par lui-même. Et donc derrière ces indicateurs, en quelque sorte, qu'on utilise énormément côté marketing, tu parles du trafic, tu parles de la génération de leads, etc. Il y a l'histoire en fait qu'on peut raconter autour de ces indicateurs qui est extrêmement importante en fait. C'est pas un indicateur en tant que tel, c'est ce qu'il veut dire, ce qu'il signifie et en quoi est-ce que c'est en lien avec la vision, avec la stratégie d'entreprise, avec ce qu'il peut apporter. C'est pas le trafic en tant que tel en fait qui est important. Absolument. En fait, si on prend un petit peu de recul par rapport à ces notions, d'un côté mathématique, de l'autre textuel ou verbal, et par rapport à ce que tu viens de dire, les mathématiques, c'est la visualisation des lois qui nous régissent dans l'univers. Et c'est une formalisation de ces lois. Et donc, c'est bien de les avoir, parce que ça permet d'essayer de comprendre quelles sont les lois qui régissent, finalement, pour reprendre des indicateurs marketing, qui régissent la relation entre nos clients et nos produits. Alors que raconter une histoire, dire une histoire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime, parce que ça ressort de la façon dont les gens comprennent le monde autour d'eux. Autour de nous, il y a plein d'images, plein de choses, il se passe plein de choses. On a des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, etc. Et ça se traduit par des milliers d'inputs au niveau de notre cerveau. Et le cerveau ensuite reconstitue tout ça sous forme d'une histoire. Pour mieux comprendre le principe, prenez un smartphone et filmez de la façon dont vos yeux voient. Les yeux, ils regardent partout dans tous les sens. Pourquoi? Justement pour reconstituer, donc c'est comme ça. On voit en bougeant les yeux dans tous les sens. Donc filmer comme ça, en bougeant la caméra dans tous les sens. En fait, vous allez voir que c'est illisible. Quand vous regardez le film après, ça donne envie de vomir, quoi. On voit des images partout dans tous les sens, on ne comprend rien. Alors que quand on bouge les yeux dans tous les sens, on voit toujours la même image. Simplement, le spectre change un petit peu, mais c'est tout. Le périmètre change, mais c'est toujours la même image. L'esprit humain a reconstitué, au travers d'une histoire, ce qui se passe autour de lui. Et donc, l'homme comprend, ça c'était aussi prouvé par plein d'études, comprend tout au travers d'histoires. Il se raconte des histoires en permanence. Le rôle du marketeur, c'est de faciliter son travail de compréhension en racontant l'histoire qu'on a envie de raconter, plutôt que de présenter des points comme ça, un point par-ci, un point par-là. Il faut raconter une histoire. C'est plus là, hein, c'est le sens qu'on va donner, enfin les indicateurs qu'on a envie de suivre, et puis le sens qu'on va vouloir leur donner pour qu'ils portent du sens. Et ça revient à ce que tu disais là sur l'exemple que tu donnais, où l'indicateur en tant que tel, comme il est perçu par le codir, il dit ok, on me dit que c'est un point, bon ok, je comprends que c'est pas très bien, mais bon, je sais pas très bien exactement comment l'interpréter ou qu'est-ce que ça véhicule exactement, et qui est complètement différent d'avoir un verbatim qui lui porte en lui-même du sens et une histoire.
Donc, cette idée de sens derrière cet indicateur. Je te donne un exemple qui est très concret. Akio a un NPS de 34. NPS, c'est le Net Promoter Score, c'est-à-dire ce que les clients disent comme, enfin, c'est une note sur 100, entre moins 100 et plus 100. Et quand un client dit j'ai envie de vous recommander auprès d'autres clients, on gagne des points. Donc, on a 34. Si je te dis 34 sur 100, bon, 34 sur 100, 3 sur 10, c'est pas terrible. En réalité, c'est entre moins 100 et 100 déjà. Et la moyenne du secteur, elle est à 16. Donc, si j'explique que la moyenne du secteur de l'industrie de la relation client, des logiciels de relation client, c'est 16 et qu'on est à 34, c'est-à-dire qu'en fait, on est 2 fois plus. Et là, d'un seul coup, on crée une histoire. Oui. Et ça devient compréhensible. Si je dis juste un point, ça n'est pas compréhensible. Donc, l'indicateur en tant que tel ne sert pas à grand-chose. Ça me parle. Et si maintenant on prend un peu un cas concret, un cas concret que moi que j'ai l'habitude de côtoyer pour voir comment ça peut se mettre en application. Si on prend par exemple le cas on va prendre un éditeur de logiciel, environ 50 personnes en B2B. C'est des paniers moyens qui vont être entre 100 et 200 000 euros. Ils ont une petite équipe marketing de 3 personnes. Ils ont en fait des objectifs business court terme parce que c'est encore le président fondateur qui est aux commandes et il y a quand même le fait de faire tourner la boîte. Il n'y a pas des gros fonds d'investissement derrière, mais il a aussi cette vision de se dire où est-ce qu'on va aller, quel est le sens que je veux donner. Donc il y a à la fois les deux. Et donc il est prêt peut-être à entendre aussi ce discours-là de changement si ça correspond lui à sa manière aussi de faire grandir l'entreprise. Par quoi est-ce que concrètement, là, il fait encore du marketing plus ou moins à l'ancienne, assez classique, enfin au sens digital, par quoi est-ce qu'il peut commencer de manière concrète pour commencer à se mettre en mouvement là-dessus? C'est quoi les premières étapes en quelque sorte qu'il peut commencer à engager là, maintenant pour, La pour première aller dans cette voie-là? étape que j'ai évoquée d'ailleurs tout à l'heure, c'est la Ouais. vision. Et ça, je pense qu'un dirigeant de n'importe quelle entreprise peut l'entendre très bien. La vision de l'entreprise doit être partagée. Parce qu'aujourd'hui, il a une petite entreprise, demain, elle va peut-être grandir. Demain, il va peut-être en racheter une autre. Il va peut-être être racheté par une autre. Et cette vision-là, c'est ce qui va permettre de cimenter tout ça. C'est ce qui permet de cimenter les équipes. S'ils traversent une crise, si tout le monde est parfaitement aligné, il y a beaucoup moins de difficultés à traverser la crise. Si les gens se partent un peu dans tous les sens, chacun avec sa vision. Et pour l'aider à bien comprendre la raison pour laquelle il faut le faire, c'est demande à ton client président de demander lui-même à sa garde rapprochée quelle est ta vision de l'entreprise, quelle est la vision de l'entreprise, plus exactement, en une phrase. Et de le demander séparément et de comparer ce qui ressort. En général, il va y avoir des mauvaises surprises. Donc à partir de là, de faire un travail avec lui qui consiste à travailler la vision. Une fois que tu as la vision, il va comprendre qu'il faut donner du sens. Parce que le fait d'avoir travaillé la vision va lui faire travailler la stratégie. Il va comprendre en exprimant sa vision qu'il y a des choses qui étaient en lui, qui étaient dans l'ADN de l'entreprise et qui ne sont pas suffisamment travaillées. Donc il va revoir sa stratégie et en revoyant la stratégie, tu peux mettre en place l'expérience. Ça vient tout seul, pratiquement. Tu déroules. Et après, sur le côté plan, pareil, la partie reframing, pareil, le côté expérience, est-ce qu'il y a des petites choses où là-dessus, ils peuvent commencer à être capables de se mettre en ordre de bataille sur ces sujets-là tu parlais de la répartition du budget, tu parlais de la partie expérience. Est-ce qu'il y a des choses simples comme ça qui peuvent commencer à mettre en place? Oui, alors après, je pense que d'une manière générale, quand on veut mettre ce genre de choses en place, c'est assez simple en fait, c'est déjà de se mettre dans le bon état d'esprit. Se dire, première des choses, mon objectif n'est pas que de faire du chiffre et de faire des leads, c'est de contribuer à autre chose qui va un peu au-delà, et aussi de me faire plaisir, soit dit en passant. Et à partir de là, les choses vont se caler un peu d'elles-mêmes et toutes seules. Donc tu as deux possibilités, soit tu es ambitieux et tu mets en place un programme détaillé, complet. Patrice Lobinien, qui a coécrit le livre, propose des ateliers pour aider à aller vite, progresser rapidement sur un certain nombre de sujets, donc en commençant d'ailleurs par justement cette question de l'état d'esprit de tout le groupe marketing. Donc ça, c'est le côté ambitieux de la chose. Si tu es une petite entreprise ou dans une petite entreprise et que tu as envie de commencer d'une manière simple, c'est tout simplement de regarder l'ensemble des actions que tu mènes aujourd'hui et de te demander, est-ce que je contribue à apporter quelque chose de plus à mes publics? Par exemple, est-ce que les emails que j'envoie qui font du 6% ou du 10% de taux d'ouverture, est-ce que ça a du sens que j'en envoie 2 par mois, ou 3 par mois, ou 4 par mois? Est-ce que ça a du sens de continuer à produire des articles où je vante l'expertise de mon entreprise et la connaissance qu'a mon entreprise du secteur, si derrière, j'ai que 10 personnes qui le lisent? C'est juste pour faire joli sur la photo et me donner l'impression que j'existe. C'est de se poser ces questions de fond. Systématiquement, sur toutes les actions que tu portes, le fait de faire le listing, de faire un peu un état des lieux
de ton marketing, de l'action que tu as, du plan que tu as et de l'optimisation que tu fais, et de regarder pour chacune d'elles, est-ce que réellement elle apporte quelque chose, est-ce qu'elle porte du sens, mais aussi concrètement, est-ce qu'elle apporte de l'efficacité, ou De est-ce qu'on la fait plutôt l'efficacité, de la par satisfaction. habitude? Oui. De la satisfaction. Quel est le niveau d'efficacité qu'on peut atteindre grâce à la satisfaction du client, de l'interlocuteur, de celui à qui reçoit l'email, etc. Est-ce qu'il va être satisfait fondamentalement? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il le soit plus? Ce qui implique de bien le connaître aussi. C'est une autre étape importante. C'est d'étudier en profondeur la psychologie de vos interlocuteurs. Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qui les fait rêver? À quoi ils pensent quand ils se lèvent le matin? Qu'est-ce qui leur fait peur? C'est pas uniquement d'un point de vue professionnel, c'est d'un point de vue de la vie de tous les jours. Et ça, je sais que chez vous, par exemple, chez Magnetic Web, vous savez aussi segmenter, faire des personas qui soient particulièrement fouillés, approfondis, pour mener des campagnes qui ont... c'est ça qu'il faut faire, mener des campagnes qui sont adaptées par rapport à la psychologie, pas uniquement par rapport au fait qu'il a tel budget, qu'il vit dans telle ville, et que, etc. On n'est plus dans le profiling, là, ça fait longtemps qu'on ne fait plus ça, qu'il ne faut plus faire ça. Enfin, je veux dire, en tout cas, le profiling au sens purement signalétique des chiffres. Bon, je te remercie vraiment, Philippe, pour cet échange. Je ne sais pas si tu as un dernier mot de la fin à ajouter. J'ai ton livre juste là que j'ai fini il y a quelques jours, et donc Marketing Zéro, qui est chez 1 minute 30 au niveau de l'éditeur. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose, une dernière idée à transmettre ou à faire passer à notre audience. Non, pour boucler avec ce que tu disais au début, je suis aussi très heureux de discuter avec toi, Damien, parce que ça fait effectivement longtemps qu'on se connaît, et ce qui fait qu'on a continué à discuter ensemble, c'est que précisément, c'est une discussion. Donc là, j'ai beaucoup parlé parce que voilà, j'ai produit un bouquin et c'est le moment de parler. Voilà. Et puis parce que c'est toi qui organise évidemment la vidéo, l'interview. Mais toujours, on discute, toi et moi. Ça fait des années qu'on discute ensemble. Et je crois que ce livre, c'est juste une base de discussion. Tout ce que j'ai dit, il faut l'oublier. Il faut peut-être juste retenir des idées générales et après, il faut construire. Il y a probablement des méthodes plus ingénieuses à construire à partir de ces idées-là. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, à le faire. Patrice et moi ne sommes pas les seuls. On écoutait Seth Godin chez Inbound Marketing, l'événement, il y a quelques jours, quelques semaines, qui disait à peu près la même chose aux États-Unis. Et il y en a beaucoup d'autres qui s'expriment exactement de la même façon. Et du coup, voilà, je pense, il faut rentrer dedans, quoi. Il est temps d'arrêter de faire juste du clic pour faire du clic. Et puis, il y a une petite différence entre nous. Toi, tu es plus jeune que moi. Moi, j'ai déjà une belle fille qui est en école de communication. Et Patrice, mon co-auteur, a lui aussi une fille qui est en école marketing. Et on n'a pas envie que, tu vois, ils soient dégoûtés parce qu'ils entendent autour d'eux sans arrêt des gens qui disent ça, c'est du marketing. Ça veut dire c'est faux, c'est fallacieux. On a envie que les gens disent, enfin, qu'elles entendent leurs auditoires dire ça, c'est du marketing, ça, c'est du bon marketing. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on partage et qu'il y a beaucoup de marketeurs qui, je pense, partagent, qui est le fait de redonner vraiment du sens à leur métier, qui va au-delà de juste l'indicateur, le KPI, mais qui est de se dire, OK, mais c'est quoi ce que je porte dans mon métier de marketeur et le sens que je veux véhiculer. Absolument. Merci beaucoup, Philippe, pour cet échange. Ça fait un plaisir. D'habitude. À bientôt.